en deux mots sur la Normandie, s'il faut introduire rapidement, parce que bon, pour le coup, je suis aussi historien, je me suis intéressé à l'histoire des collectes en Normandie, j'ai rencontré à une époque donnée aussi pour des projets d'études, un grand nombre de collecteurs, pas tous encore, mais l'essentiel, enfin ceux qui ont fait le plus gros travail, je les ai rencontrés. Et donc, ne sont pas là des gens comme par exemple Michel Colleux, mais qui sera là demain à Lorient, donc il va pouvoir, je ne sais pas s'il parlera de la Bretagne ou de la Normandie, je ne sais pas quel sera le propos, mais qui est natif du Havre et qui, à partir de 1974, a commencé, lui, à enquêter sur le pays de Caux. Et dans son sillage, parce qu'en fait il a travaillé à partir de 1974, il était objecteur de conscience en 1975-16, et il est allé notamment dans le Dauphiné. Là, il a l'occasion d'aller collecter un petit peu des gens connus comme Milou Escal, par exemple, remarquable joueur de violon de Rigaudon. Mais il collectait de manière non intensive. Et en fait, à son retour en Normandie, vers 77, là, il s'y est mis beaucoup plus sérieusement. Et autant 74, c'est le début de la collecte, sous l'influence du Bourdon, parce qu'il participait au Bourdon à Paris. Et c'est Catherine qui l'a envoyé, mais il y a sûrement des choses chez toi, va voir chez toi. Et Michel, donc c'est comme ça, comme beaucoup d'autres, a commencé à aller enquêter chez lui. Et à partir de 78, il s'y donne à plein. Il joue tout seul dans les maisons la Maison de la Culture et autres. Et dans son sillage, il rencontre François Redon, dont on a parlé à l'instant. François Redon qui est à l'époque prof au Havre. Et François Redon, c'est un peu son genre, il tourne des pages dans sa vie. Et donc il était enseignant, il était prof de français, d'histoire. Et il démissionne de l'Éducation nationale pour se lancer à plein dans la collecte avec Michel. Donc il fait ça pendant quelques mois en Pays de Caux, en Normandie. Et puis c'est des tempéraments assez forts, ils ont chacun un peu leur terrain, et donc Michel est quand même identifié Pays de Caux, donc François se dit je vais aller voir un peu ailleurs, il descend un petit peu dans l'Eure, un petit peu dans le Pays d'Auge, et puis il descend en Basse-Normandie. Il se rend compte que dans l'Orne, on trouve plein de choses. Il rencontre Georges Bertin, je ne sais pas si c'est en famille, qui était responsable de l'office départemental de la culture dans l'Orne, et qui lui, ça m'intéresse beaucoup, et qui lui dit ce serait bien de venir collecter plus dans l'Orne. Donc François s'installe là, Michel continue à collecter en haut. Il y a des stages qui démarrent, et en fait, c'est comme ça que Anne Pirot, notamment, participe à un stage et découvre la collecte et s'associe avec François pour collecter plus intensément sur l'Orne. Anne est originaire du Calvados, de Vire, et elle collecte aussi un petit peu sur la région de Vire également à ce moment-là. Et puis à un moment donné, Michel, qui était revenu à un moment donné, Michel toujours le plus à l'ouest, parti du Havre, est venu rejoindre l'équipe un petit peu en Basse-Normandie pendant quelques mois, puis toujours plus à l'ouest, il est parti après en Bretagne, et toujours plus à l'ouest, en Haute-Bretagne, et puis toujours plus à l'ouest, il est parti à Douarnenez pour, avec d'autres, lancer le chasse-marée armène qu'on connaît. À côté de ça, donc on a ce mouvement qui s'est développé avec François Redon et Pirot sur le bocage orné, et eux après partent en Mayenne, et puis François tourne une nouvelle page dans sa vie, il passe complètement autre chose, il est complètement tiré des voitures aujourd'hui. Anne Pirot continue un petit peu. Il y a Philippe Glaise qui n'est pas là, qui a collecté aussi sous l'influence de Michel Colleux à l'époque, dans les années 60, fin des années 70, sur le Pays de Caux, et qui est venu beaucoup enquêter aussi dans le sud de la Manche, dans le bocage orné, sur les musiciens en particulier, parce que je dis que c'est une question qui l'intéressait en particulier. Et à côté de ça, on a tout un mouvement de collecte complètement indépendant. Je laisse complètement de côté le Soleri parce qu'ils vont l'expliquer eux-mêmes. Je parle pour ceux qui ne sont pas là. Il y a un mouvement de collecte qui naît sur la région de Saint-Lô, autour de Michel Régnier, Philippe de Waal, qu'est-ce que j'oublie, ils sont plusieurs autres, Jean-Luc Le Boisselier, qui s'appelle l'association Satchilpi, et qui, c'est pareil, qui c'est la mouvance folk, un peu ce que expliquait Denis, c'est un peu la même chose, qui était intéressé par toute la mouvance folk de l'époque, et qui commence à collecter sur la région de Saint-Lô, qui rapidement rencontre énormément de gens qui ont des répertoires intéressants en musique et en chanson. Mais c'est pareil, c'est des gens qui ont fait ça sur un temps donné, jusqu'en gros 78 à 82, on va la faire un peu courte, et après ils continuent, mais sur d'autres répertoires plus, on va dire, folk généraliste, et moins sur la collecte. Voilà. Donc il y a un grand moment de collecte en Normandie, qui est quand même la période, on va dire, 78-82, où après il y a encore des petites choses qui existent, mais après il y a Jean-François qui va parler parce qu'il a continué après dans le Perche. Mais voilà, en gros, le grand moment, c'est celui-là.
Les Goublins, peut-être, qui sont... Les Goublins, alors j'ai oublié de dire, oui, j'ai raison, j'ai oublié de parler des Goublins. Les Goublins, c'est Cherbourg. C'est une émanation de... le Goublin, c'est une association qui s'est constituée à partir du cercle de l'enseignement public de Cherbourg, donc là, le mouvement d'éducation populaire lié à l'éducation nationale, qui se constitue dans les années 50. Il y a un groupe folklorique qui se met en place, et les groupes folkloriques en Normandie sont beaucoup, influencés par le rôle de Madame Messager. Madame Messager qui a fondé le groupe Blotzecoif à Caen, et qui notamment a eu l'occasion d'enseigner dans le cadre des écoles normales. Elle a eu en gros tous les instituteurs du Calvados, en tout cas, qui lui ont passé dans les mains, parce qu'elle transmettait les danses folkloriques aux instituteurs, donc ils sont tous passés par là. Et donc dans les écoles, il y a eu un mouvement très fort de reprise de ces danses-là. Elle a publié un bouquin en 1950 qui s'appelle 25 danses normandes, qui a été, on peut le dire, la bible des groupes folkloriques. Et elle a formé plein de groupes folkloriques en Normandie, mais sur des danses qui sont, pour l'essentiel, elle le dit elle-même dans son bouquin, des reconstitutions, de recompositions à partir de choses. Elle rechorégraphie parce qu'elle avait un besoin de créer des choses pour le spectacle. Or, ces danses au départ ne sont pas forcément très démonstratives, elles sont faites pour les danseurs eux-mêmes. Donc, le fait de passer la danse d'une fonction sociale à une fonction de spectacle amène à amener des évolutions, et donc elle introduit des évolutions dans la partie des danses. Et son bouquin, par contre, a influencé tous les groupes folkloriques. Et peut-être, comme c'était un prêt à l'emploi, a annihilé toute initiative de collecte de la part de beaucoup de gens qui auraient pu se dire tiens, bah, après tout, on n'a rien sous la main, allons collecter. Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe folklorique de Cherbourg, pour se démarquer, parce qu'il y a aussi une rivalité entre les groupes, pour se démarquer du groupe de Caen, qui était un peu le modèle, veut enquêter, cherche de la danse. Pas de peau dans le Cotentin, c'est une zone où il n'y a pas de pratique de danse, ou alors très ancienne, mais elles sont un peu oubliées. Et donc, ils vont collecter dans la région de Saint-Lô. Là, ils trouvent des danses. Et ils ont continué à collecter sur la chanson. Et donc, dans les années 70, il y a tout un mouvement de collecte qui a été fait autour d'eux. C'est une collecte, pas très intense, régulière, mais pas très intense. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas des grosses collectes, mais elles sont intéressantes parce qu'elles sont précoces et délivrent des enseignements très intéressants sur cette zone-là. Et quand je dis ça, je crois que je fais le tour. Peut-être un mot sur la période post-82 en Normandie. Alors je continue pour parler des gens pendant les gens. Non, mais il y a des absents. Ah si, mais justement, mais je parle post. Là j'étais sur le. Alors on passe à post 82, je parle le. Après, donc alors je continue pour parler de ce qui n'est pas encore la lourde. Des absents. On a Pascal Servin qui est sur Fécamp, qui sous l'influence de Michel Colleux. Pascal Servin, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au répertoire maritime. Il est sur Fécamp, issu d'une famille de chanteurs, et qui Michel, même s'il est parti à Douarnenez, a lancé les grandes fêtes maritimes de Douarnenez, Paimpol et compagnie avec d'autres, et lance les concours de chant et chant marin. Dans ce cadre-là, il essaie de restimuler les gens de la région de Fécamp, parce que finalement, sur Fécamp, il a recueilli énormément, notamment de répertoire auprès d'anciens marins qui ont fait la grande pêche à Terre-Neuve et autres, et qui ont un répertoire tout à fait intéressant et singulier. Michel avait d'ailleurs fait publier à l'époque, en 79, le disque Chant des marins de Fécamp, je ne sais pas le titre exact, mais qui était paru au Chant du Monde et qui avait obtenu le prix Charles Lecros à l'époque. Et donc il avait relancé des gens comme Laurent Barré, Patrick Denain, c'est comme ça que s'est constitué le groupe Marée de Paradis au début des années 90, mais qui eux sont pas vraiment des collecteurs. Laurent a collecté un petit peu, mais toujours en accompagnant d'autres, il n'a pas été un initiative de collecte. Par contre, Pascal, lui, a collecté un peu plus, mais pas sur la chanson un petit peu, mais beaucoup plus sur la tradition maritime. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, lui, c'est pas la chanson, c'est le milieu maritime. Donc il a enquêté sur la chanson au travers de la vie des gens de mer. Et là, c'est pareil, Pascal n'est pas un grand collecteur, au sens où il n'a pas beaucoup collecté. Il a eu beaucoup de rencontres, mais il n'a pas toujours enregistré. Il a beaucoup co-signé aussi par écrit. Donc il y a un peu de chansons collectées, mais c'est pas beaucoup en fait ce qu'il a collecté, Pascal. Ouais. Non mais ça dépend. Si le propos c'est quand même la chanson, la chanson de la musique, la danse. Mais bon, voilà. La musique musicale et danse. Voilà. C'est pas un jugement de valeur, ce que je dis. Hein. Quand il a pas beaucoup collecté, c'est pas pour dire que c'est pas bien. Au contraire, ce qui m'importe, c'est souvent d'être intéressé aussi à tous les gens qui ont fait du boulot. Une minute ou deux peut-être pour aller
Jusqu'à toi. Jusqu'à la Lour, alors. Donc en 1 minute. En 1 minute. Alors, au départ, moi je suis historien. Je m'intéresse beaucoup aux musiques traditionnelles. Enfin, je suis historien de formation dans les années 90 à la fac de Caen. Je suis en histoire médiévale, donc rien à voir. Et je m'intéresse beaucoup aux chansons musiques traditionnelles depuis longtemps. C'est quelque chose, je connais les musiques traditionnelles de Bretagne, ma mère est bretonne. Et d'un peu partout, je vais dans des festivals comme Saint-Chartier, j'ai eu l'occasion de connaître le festival celtique et compagnie. Je vois des danses de partout, des musiques de partout, et je connais pas ce qu'il y a en Normandie. Je tombe sur des disques, les disques de collecte qui ont été faits par ceux que j'ai cités auparavant. Je vois des choses, et ma question c'est mais qu'est-ce qu'il y a en Normandie aujourd'hui? Parce que l'intérêt des sources m'amène en tant qu'historien, m'amène à me dire mais... Et puis par un copain commun avec Vincent, ici présent, Jérôme qui était un très bon copain à Vincent, qui était venu en études à Caen, on s'est rencontrés, on s'est découverts, on s'est dit... Et quand je lui parlais de collectage, Jérôme me disait mais Vincent, faut que vous vous rencontriez absolument. Ce qui s'est passé... En fait, moi j'ai mûri la collecte pendant 5 ans. 5 ans au moins, 5-6 ans à me dire j'ai envie de collecter, mais je ne sais pas par où prendre le morceau, je ne sais pas par où attaquer. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit bon, il faut y aller. Et je suis allé voir Vincent, j'ai appelé Vincent, et puis il m'a dit bah, viens me voir, on en discute. En fait, j'avais juste besoin qu'on me pousse dans le dos, et Vincent m'a poussé dans le dos. Le lendemain, je suis rentré en Normandie, je suis allé collecter, j'ai fait ma première collecte. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai collecté régulièrement, donc dans mes temps libres. Et voyant tout le potentiel qu'il y avait, parce que je recueillais énormément de chansons, musique un peu, mais beaucoup de chansons, énormément de chansons traditionnelles. Et là, je me suis dit, j'en ai commencé à emmener des gens collecter avec moi. Et puis, je voyais d'autres structurations. Je voyais la Boèze en Bretagne, je voyais l'Astume, je voyais la Bretagne. Bon, on n'était pas loin, donc on avait j'allais voir ce qui se passait régulièrement là-bas. Je me suis nourri de ce qui se passait en Bretagne et je me suis dit, il y aurait quelque chose à faire. Donc j'ai lancé une invitation à titre individuel, sachant que j'ai autour de moi des gens que j'avais rencontrés. J'avais rencontré les anciens collecteurs, Michel, Colleux, Pierre, on s'était rencontrés, quelques autres. Et on a fait une réunion pour se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout ça aujourd'hui? C'était le prémisse à la Lour qui était constitué, donc il y a eu 2 réunions préparatoires, et on a lancé la Lour en décembre 98, donc cette année les 20 ans de la Lour. Et de petit à petit, progressivement, parce que j'ai laissé le boulot que j'avais auparavant, je me suis lancé à corps perdu là-dedans, en me disant que si vous voulez faire les choses bien, il fallait pouvoir y consacrer du temps. La Normandie, c'est grand, c'est 5 départements, c'est l'équivalent de la Bretagne, sauf qu'on était peu nombreux, éclatés au niveau géographique, donc Pascal Servin était sur Fécamp, il y avait qui étaient sur Cherbourg, il y en avait qui étaient un peu partout. Et autant moi j'avais commencé à collecter sur le bocage bas normand, d'où j'étais originaire, et d'emblée, au début, on s'est dit on va travailler sur toute la Normandie, et on va développer un travail de collecte, mais pas seulement, de diffusion, d'archives sonores, d'édition. On s'est dit, on va tout faire, c'est notre rôle, il faut qu'on le fasse. Alors au début, on n'a pas commencé par tout faire, mais on a commencé par la collecte, et petit à petit, donc j'ai jamais arrêté de collecter depuis, et on collecte toujours aujourd'hui, et par rapport aux gens qui, pareil, quand j'ai commencé, les gens qui me disaient mais il n'y a plus rien aujourd'hui, même les anciens collecteurs, ceux de la génération d'avant, Philippe Glaise, Michel était plus, connaissait ce qui se passe en Bretagne, donc, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais on avait le sentiment d'avoir vu le dernier des Mohicans 20 ans auparavant, et en fait il se trouve que moi j'ai rencontré je sais pas des centaines, j'ai calculé ici, parce qu'on a un inventaire, j'ai rencontré un peu plus de 1000 personnes depuis 20 ans là. Et donc j'ai recueilli, je sais pas, beaucoup.